Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette principale édition. À Louga, affrontement hier jeudi entre conducteurs de moto Jakarta et policiers. 6 manifestants ont été arrêtés. Une manifestation pour protester contre l'obligation du port de casque pour les passagers des mototaxis. Une mesure appliquée alors que les conducteurs n'auraient reçu aucune notification. Accident de la route au Sénégal, les véhicules de transport en commun régulièrement impliqués dans les collisions. Ce vendredi, les transporteurs de la gare des Beaux-Maraîchers ont tenu une conférence de presse. D'après les routiers, les autorités sont en partie responsables de la situation. Destruction de maisons dans la commune de Tivaouane-Peulh. Plusieurs familles crient à l'injustice et réclament des indemnisations. D'après ces dernières, elles n'ont reçu aucune sommation des autorités. Leur réaction dans ce journal. Les Sénégalais lisent de moins en moins à 48 heures de la journée mondiale du livre. Une rencontre s'est tenue ce vendredi en présence de plusieurs acteurs du monde de la littérature. Comment redonner le goût de la lecture aux populations et surtout à la jeunesse? Retour sur la rencontre dans cette édition. Changement de statut pour le Théâtre national Daniel Sorano. La structure est désormais un établissement à caractère industriel et commercial. Une bonne chose selon le PCA Alioune Badara Bey. D'après lui, il faut désormais rentabiliser la structure. Le dossier de la semaine, ce soir, il s'intéresse à l'École nationale des arts, établissement d'enseignement moyen, secondaire et supérieur. L'école a comme vocation la formation académique de ses pensionnaires. Arts vivants, visuels et médiation culturelle, découverte de l'École nationale des arts dans ce journal. Ce soir, l'invité du 20h est Karfa Sira Diallo, consultant spécialisé dans l'intelligence mémorielle, fondateur de l'école des mémoires, poète et écrivain. Il s'entretiendra avec Mamoudou Ibrakan en fin d'édition. Ensemble, ils reviendront sur l'actualité du moment, dont la récente naturalisation en France des tirailleurs sénégalais. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Affrontement hier jeudi entre conducteurs de moto Jakarta et policiers à Louga. 6 manifestants ont été arrêtés. À l'origine de ces tensions, l'application du port de casque obligatoire pour les passagers des mototaxis. D'après les manifestants, ils n'ont reçu aucune notification et n'ont pas pu prendre leurs dispositions. À Louga, le calme est revenu après 4 heures de tension entre les manifestants et les forces de l'ordre. On fait le point avec Tierno Fall. C'était une matinée très chaude dans la capitale du Ndiambour entre forces de sécurité et les jeunes conducteurs de moto Jakarta. À l'origine de la colère de ces jeunes, l'opération d'immobilisation de moto Jakarta effectuée par la police suite à un contrôle systématique de casque. Police parce que mënoo jàpp nit boo ko jàppee tey ne ko kas mu indil la kas bu subaa nga jàpp ko ne ko plaque mu indil la plaque nga bëgg koo tegaat beneen méthode boo xam ne naka sudul noonu la. Les jeunes ont tenu à manifester leur mécontentement en brûlant des pneus et d'autres objets sur la route. C'est ainsi que la police a décidé d'intervenir et s'en est suivi un affrontement qui a duré des heures. Selon ces jeunes, la police leur impose de nouvelles mesures, à savoir l'utilisation de 2 casques, un pour le conducteur et l'autre pour le passager, ce que ces derniers considèrent comme une exagération. leneen li ñu xam ne moom lañ ñu sasaat mooy beneen casque pour client bi. Louga benn liggéey moo fi am mooy dawal Jakarta li ñuy ñaan daal mooy autorité yi mooy ñu protéger Jakarta maan yi dimbali leen. Par contre, les responsables des conducteurs de moto Jakarta ont dénoncé le comportement des jeunes qui ont saccagé beaucoup de choses sur leur passage. Metti nañu ñun ñëpp parce que ñu jiite affaire yi bëgguñu woon mu demee nii mais nag tàggoowuñu parce que dañu jaar suñu gannaaw def leneen li nga xam ne moom lañ def. leen di ñaan di leen ko wax mooy ñu dal dox ñax su kenn bañu ko mais dafa am fooy jaar. La situation n'était pas facile à gérer par le commissaire Wali Kamara à cause de l'effectif très réduit de son équipe qui faisait face à une foule de jeunes très en colère. Cependant,
Cependant, avec beaucoup de détermination, la police a réussi à rétablir l'ordre. À la fin, beaucoup de manifestants ont été interpellés et quelques dégâts matériels ont été notés sur le long de l'avenue de la Gare. Je vous le disais en titre, accident de la route au Sénégal, à la gare routière des Beaux-Maraîchers. Les transporteurs pointent du doigt les autorités. D'après eux, ces dernières sont en partie responsables de la situation. Ce vendredi, les routiers ont tenu une conférence de presse. Écoutons l'un d'entre eux. Ces propos sont recueillis par Salif Sow. Nous voulons que l'État quand même nous aide à ce que les gares routières parallèles soient arrêtés. Secondo, en ce qui concerne les accidents, je dis que l'État, on ne demande pas de ne pas être sanctionné. Quand on doit être sanctionné, on doit être sanctionné. Mais je veux dire, avant de sanctionner qui que ce soit, j'aurais voulu que l'État nous demande une concertation. Quand on se concerte, je pense que ce serait bien de sanctionner avant de sanctionner. C'est-à-dire, les accidents, ce n'est pas les chauffeurs. Je pense que l'État, ce qu'il devait faire, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, la gare routière des Beaux-Maraîchers devait être gérée par nous-mêmes, c'est-à-dire les transports et les chauffeurs. Mais au Sénégal, je pense qu'avoir une gare routière privée, c'est trop tôt pour nous. Effectivement, la gestion de la gare est très nébuleuse. Parce que ceux qui gèrent la gare routière ne sont pas des transporteurs, ils ne sont pas des chauffeurs. Donc, parce que la gare routière, c'est très dur. Vous voyez, on est là, les chauffeurs qui habitent ici, je dis que les chauffeurs habitent ici. Ils mangent ici, ils dorment ici, ils font tout. Donc, moi, j'aurais voulu vraiment que la gare routière, la gestion de la gare routière nous revienne comme à la gare routière. Destruction de maisons dans la commune de Tivaouane-Peulh. Plusieurs familles crient à l'injustice et réclament des indemnisations. D'après ces dernières, elles n'ont reçu aucune sommation des autorités. Leur réaction au micro d'Ousseynou Thiam. Comment un gouverneur, à l'intérieur de ton département, on est en train de démolir des trucs, tu dis que tu n'es pas au courant. Alors que là où nous sommes, c'est un domaine national. Le domaine national appartient aux nationaux. L'État est appelé à régulariser. Là où nous sommes, c'est des terres nues. La mairie a déjà envoyé son topographe et tous les plans sont sortis terres nues. Il n'y a aucun plan qui nous montre ici, il y a un pétinement sur un VDN quelconque. Aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de sommation. On s'est levé un bon matin et nous avons vu des bulldozers avec la descote. Ce que nous demandons au président de la République par rapport à ce qui se passe dans ce pays-là. Mais je pense que vous ne savez même pas ce qui se passe dans cet état-là. Vous avez intérêt à surveiller vos gardes. Regardez ce qui se passe autour de vous. Et cette histoire-là, nous voulons que vous le réglez maintenant, tout de suite et maintenant, parce que entre l'État et nous. Et l'État, c'est vous, c'est nous, c'est les autres qui sont... Projet de modernisation et de réhabilitation du marché central de Rufisque. Promoteurs et élus ont fait face à la presse hier, jeudi, pour revenir sur le report du lancement prévu samedi dernier. Ils n'ont pas manqué également de parler du niveau d'engagement de l'État et de la réticence de certains commerçants. Suivant ce reportage, il est signé Ousseynou Thiam et Biradiagne. Face à la presse, les promoteurs et les élus justifient les raisons du report du lancement du projet de réhabilitation et de modernisation du marché central de Rufisque, le Carré d'Or. Par rapport au report du lancement de la communication institutionnelle du Carré d'Or, nous présentons nos condoléances au Khalife général de Médina Gounass, de cet événement douloureux qui s'est passé dans notre pays. C'est à cause de ça, effectivement, qu'on a procédé au report du lancement de la communication institutionnelle du Carré d'Or. De l'avis des porteurs de ce projet qu'ils comptent inscrire dans le plan Sénégal émergent, l'engagement de l'État est bel et bien réel. L'engagement de l'État est réel parce que dans la mesure où, après notre rencontre avec le chef de l'État qui nous a mis en rapport avec le ministre du Renouveau urbain, nous avons eu à lui présenter ce projet et il était très satisfait et il a pris l'engagement d'accompagner les collectivités locales dans le cadre de ce projet-là en mettant en place un comité technique qui va voir toutes les contraintes et les lever au niveau dans le cadre de ce projet. Face à la réticence de certains commerçants, ces derniers pensent que cela ne constitue aucune contrainte par rapport à la mise en œuvre des projets. Nous avons travaillé pour réaliser un projet, construire un pôle d'activité économique et résidentielle au cœur de ville de Rufisque. Pour ce faire, nous avons mobilisé une équipe d'architectes qui a terminé les travaux d'architecture. Nous avons mobilisé une équipe d'experts et surtout les financements
nécessaires pour la réalisation de ce projet. Un projet d'un coût global de 42 milliards dont les délais des travaux sont arrêtés sur 3 ans selon les initiateurs. En tournée dans le nord du pays, le secrétaire général de la FGTS étale ses revendications. Amélioration des conditions de vie des travailleurs, suppression de la convention agricole vieille de plus de 40 ans. Sidi Ndiaye était dans la commune de Diawar où il a rencontré des producteurs de riz. Selon lui, les milliards investis par l'État du Sénégal dans la vallée du fleuve ne bénéficient pas aux populations locales. La question des élections de représentativité syndicale a également été abordé. Ousseynou Diop et Habib Sek. Un élément qui n'est apparemment pas prêt et sur lequel nous reviendrons éventuellement dans la suite de cette édition. On passe à la politique à présent. Le fils du khalife général des Mourides, tête de liste de l'opposition dans le département de Mbacké. À quelques mois des élections législatives, Abdoulaye Wade aurait réussi à décrocher Serine Abdou Samad Mbacké Matiley, un allié de taille dans le département, dans la cité religieuse. Le principal concerné n'a pas pour l'instant clairement confirmé l'information. Il a toutefois assuré être en connexion régulière avec Maître Abdoulaye Wade. Alors, quelle stratégie politique l'ancien chef de l'État prépare-t-il? Dans ce reportage, réaction du consultant et analyste politique Momar Seydi Ndiaye, Alassane Ba et Youssou Baro. L'ancien chef de l'État, secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, reste déterminé à faire gagner l'opposition. Depuis Paris, où il se trouve, le pape du Sopi poursuit ses manœuvres. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas la certitude que le marabout en question a déjà donné son accord pour figurer sur la liste. On peut donc statuer sur la proposition de Maître Abdoulaye Wade pour dire simplement que le marabout est un citoyen à part entière et qu'à ce titre, il peut effectivement figurer ou même diriger une liste électorale. Ceci dit, maintenant, c'est aux citoyens de voir. De l'avis de l'analyste politique, les Sénégalais sont bien préparés face aux manœuvres. Wade ne peut pas aujourd'hui, puisqu'il l'avait déjà fait avec le vénéré Serigne Saliou Mbacké, d'une façon ou d'une autre, quel que soit le cas, l'expérience a montré au Sénégal que désormais, compte tenu de la maturité politique des électeurs, aujourd'hui, aucun citoyen ne se laissera aujourd'hui entraîné dans une aventure politique. Enfin, politique, Wade père est bien connu des Sénégalais pour avoir dirigé le pays pendant 12 ans, pense Momar Seydi Ndiaye. Et pour l'opposition qui se cherche encore, il estime qu'elle manque d'orgueil. Wade aujourd'hui se présente comme une sorte de démiurge. C'est quelqu'un qui sort un peu du néant pour sauver un peuple en détresse. C'est un peu la vision qu'il a. Maintenant, l'opposition, à mon avis, manque d'orgueil. Parce que aujourd'hui, elle est composée de personnalités qui ont un certain âge, qui ont une certaine expérience politique, qui ont un certain bagage intellectuel et qui, en principe, connaissent les réalités de notre pays. Si cette opposition, malgré tout cet acquis, s'aligne derrière Wade, je pense que cette opposition est en perte de vitesse et qu'elle ne fait pas confiance en elle-même. Et c'est extrêmement grave, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je salue personnellement l'acte de Abdoul Mbaye de l'ACT. Aller seul aux élections législatives pour savoir qui pèse quoi. Améliorer le taux de participation des jeunes et des femmes aux élections. Des acteurs locaux de développement ont organisé un forum pour sensibiliser leurs cibles. Les débats ont tourné autour du droit de vote, de l'importance de l'inscription sur les listes électorales et du partage d'informations sur les nouvelles cartes biométriques de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Abdoulaye Diallo. Pour une participation massive des jeunes et des femmes aux prochaines élections, des acteurs locaux de développement ont organisé un forum dans la capitale de Fouladou pour sensibiliser ces couches de la population. Aujourd'hui, nous organisons le forum sur l'inscription massive des jeunes et des femmes sur les listes électorales. Parce que nous avons choisi cette cible. Elle est importante puisque nous avons constaté que la plupart des élections, ce sont les jeunes et les femmes qui constituent la population électorale majoritaire. Et c'est pourquoi nous avons voulu amener les jeunes et les femmes à pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, puisque nous avons constaté un déficit d'information au niveau des quartiers, au niveau des collectivités. C'est une activité qui fait partie d'un programme qui s'appelle Promotion de la participation et de la citoyenneté,
qui est financé par la Fondation Konrad Adenauer. Les échanges du forum ont porté essentiellement sur le droit de vote, l'importance de l'inscription des citoyens sur les listes électorales, mais aussi le partage d'informations sur les nouvelles cartes biométriques CEDEAO et leurs différents usages. Les Coldois ou les Sénégalais en général ont tendance à attendre à la dernière minute pour venir faire les pieds de grue et perturber tout le monde. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de rush au niveau des commissions, c'est le moment pour les jeunes d'aller se battre. Parce que j'ai l'habitude de dire que cette carte est différente des autres. Parce que sur une carte, nous avons deux informations. L'état civil et l'information électorale. Il est important pour ne pas se voir obligé demain de payer 10 000 francs, de se battre aujourd'hui à tout prix pour acquérir la carte. Dans les recommandations finales, les bénéficiaires sont invités à procéder à une démultiplication des connaissances reçues afin de permettre aux citoyens d'accéder partout à la bonne information liée au processus électoral. Parlons santé à présent avec la cataracte, un véritable fléau chez les plus de 50 ans à Ziguinchor. Sur place, des activités économiques entières sont plombées puisque les malades deviennent aveugles si cette maladie n'est pas diagnostiquée et traitée suffisamment tôt. C'est ce qui ressort d'une campagne organisée par l'hôpital régional de Ziguinchor à la grande satisfaction du gouverneur de la région. Plus de détails avec nos correspondants Lamine Mandiang et Boubacar Diassi. La cataracte est l'une des causes de cécité évitable dans la région de Ziguinchor. Elle touche notamment les personnes âgées de plus de 50 ans. Pour lutter contre ce fléau qui a des conséquences néfastes sur l'économie de notre pays, l'hôpital régional de Ziguinchor décide d'organiser une vaste campagne de dépistage et de traitement gratuit. Le médecin-chef de la région médicale. Vous savez qu'il y a beaucoup de cécité, des gens qui sont devenus aveugles, malvoyants, parce que tout simplement, ils ont une cataracte qui n'a pas été prise en charge. Et ils sont nombreux. Et on sait les conséquences, n'est-ce pas, de la cécité. Donc sur le plan économique, sur le plan social, l'exclusion, et tout cela importe comme conséquence. Au moins 100 malades sont traités en l'espace de 2 jours. On est prêt. C'est notre objectif, c'est notre devoir. On est là pour ça. On intervient pour travailler ici. On souhaite, à partir de ces programmes-là qu'on a commencé avec le ministère de la Santé et l'Action sociale, que ces programmes-là, ils nous donnent une possibilité d'ouvrir et déclencher plus les partenariats avec le ministère de la Santé. Le gouverneur de Ziguinchor et les patients apprécient. C'est une action extrêmement importante. C'est des milliers de personnes qui sont dans la situation au niveau de la région. Nous souffrons de cataracte alors qu'on n'a pas de moyens. Ça, c'est une aubaine pour nous. Car s'il était payant, chaque traitement coûterait 60 000 francs à Ziguinchor. Une somme exorbitante pour ses bénéficiaires. Parlons de toute autre chose à présent avec la célébration de la 8e édition de la Semaine internationale de la secrétaire. Objectif, échanger autour des conditions de travail des secrétaires et assistants de direction, des métiers qui, selon les organisateurs, jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement des entreprises. Compte rendu de ce séminaire à l'occasion de la 8e édition de la Semaine de la secrétaire. C'est un reportage qui est signé Chertidiane Dione et Diafaraba. Elles sont toutes membres de l'Association nationale des secrétaires du Sénégal. Loin des bureaux, ces membres de l'ANAS ont décidé d'échanger sur leurs conditions de vie et de travail. Le courrier, l'accueil physique, téléphonique, etc. Maintenant, il faudrait que les assistantes sachent qu'elles ont aussi d'autres responsabilités. Parce qu'en assistant un patron aussi, nous nous engageons dans des responsabilités. Et il y a certaines prises de décision aussi que nous devons prendre et que les assistantes peut-être ne savent pas. Et ce sera aussi l'occasion pour elles de comprendre aujourd'hui leurs responsabilités dans leur poste. Madame Sock et ses collègues ont profité de la semaine consacrée aux secrétaires et assistantes de direction pour demander plus de considération. Déjà les contraintes horaires, nous sommes des femmes, épouses, mères de famille, et nous avons des horaires un peu difficiles. Et l'autre aspect, c'est la non prise en compte. Par exemple, dans certaines structures, de la non prise en compte des assistantes dans les budgets de formation. Ça aussi, c'est un problème, c'est une préoccupation. Bon, maintenant, ce qui s'ensuit, c'est aussi le salaire, qui n'est pas aussi costaud par rapport aux autres corps de métier. Pas de demander à ce que les salaires soient revus. Nous faisons juste... Nous les dénonçons juste. Et maintenant, c'est au patron peut-être de voir comment réorganiser leur structure. Alors, y a-t-il différence entre secrétaire et assistante de direction? Absolument, parce que c'est à des niveaux de responsabilité. L'assistante, elle est directement rattachée au directeur.
Donc elle a des responsabilités qui font que elle est plus à un niveau supérieur que la secrétaire qui est peut-être à un niveau un peu plus bas. Mais la formation est la même. À l'occasion de la Semaine internationale de la secrétaire, l'ANAS préfère organiser une journée de réflexion axée essentiellement sur leur métier. Célébration dans 48 heures de la journée mondiale du livre, l'occasion de faire le point sur le nombre de lecteurs au Sénégal. Ce vendredi, une rencontre a réuni plusieurs acteurs du monde de la littérature. D'après ces derniers, les Sénégalais lisent de moins en moins et se rendent très peu dans les bibliothèques. Comment redonner le goût de la lecture aux populations, notamment à la jeunesse sénégalaise? Retour sur l'événement, c'est avec Aïssa Toupaï et Younous Diatta. Assurément, qui dit livre, dit bibliothèque, endroit de moins en moins fréquenté. Pourquoi? Manque d'infrastructures parmi les nombreux problèmes listés. L'accès aux livres est devenu difficile pour beaucoup de facteurs. Il y a d'abord que les bibliothèques scolaires disparaissent de plus en plus au niveau de l'élémentaire comme au niveau du secondaire. Les points d'accès public à la lecture disparaissent de plus en plus aussi dans les localités. C'était dans les CEDEPS, les centres culturels, les bibliothèques régionales. Il y a également la concurrence des nouveaux médias qui fait qu'on peut dire qu'on lit moins aujourd'hui. La fonction de la bibliothèque a changé. Au Sénégal, l'usage est tout autre. Faites un petit tour dans les maisons, y compris la mienne. Vous verrez que dans les bibliothèques, les femmes préfèrent y mettre des couverts, des photos et bien d'autres objets. Je pense qu'il serait préférable de les utiliser autrement pour rendre service à nos enfants, ce qui va permettre à nos enfants peut-être d'aimer la lecture. Des fonds disponibles, ils ont même été doublés de 250 millions à 500 millions, 8000 livres distribués pour tout juste redonner goût à la lecture. Nous avons signé avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, une convention au terme de laquelle ils ont mis à notre disposition l'année dernière une ligne de crédit de 700 à 800 000 euros, à peu près un peu plus de 600 millions de francs CFA, qui a permis cette ligne de crédit donc d'acquérir outre des ouvrages, mais surtout de réfectionner ou de réhabiter les centres de lecture et d'animation culturelle de notre réseau, ainsi que les bibliothèques, avec bien sûr l'acquisition de matériel didactique, etc. Lorsqu'on plonge le nez dans un livre, c'est comme qui dirait entrer dans un univers où le rêve et l'évasion sont permis. Le Théâtre national Daniel Sorano change de statut. Construit il y a 50 ans, la structure passe d'établissement à caractère public administratif au statut d'établissement à caractère industriel et commercial. Un changement salué par le président du conseil d'administration du théâtre. D'après Alioune Badara Bey, Sorano va vers plus de liberté en matière de politique artistique et commerciale. Selon lui, il va désormais falloir rentabiliser la structure et se montrer plus créatif. Fatih et Mardien. Le projet de loi adopté par le Conseil des ministres, Daniel Sorano, bientôt un établissement à caractère industriel et commercial. L'actuel statut de Sorano est un établissement public à caractère administratif. C'est-à-dire qu'il y a une bonne pesanteur de l'État sur les décisions, sur les orientations générales. C'est vrai qu'il y a une sécurité au niveau de l'aspect social et tout cela, mais il faut aller beaucoup plus loin et se mettre à l'ère du temps. Et le président, avec bien sûr le ministre de la Culture Mbagnick Ndiaye, sur aussi l'avis des acteurs culturels, des pensionnaires, de la direction générale, donc ont décidé quand même que la meilleure solution, il fallait passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire transformer le statut de Sorano en EPIC. Un changement de statut
une structure plus ouverte au monde. Il y a une certaine liberté dans les actions, dans les contrats, dans la commercialisation. Vous avez beaucoup plus d'espace, vous avez beaucoup plus de liberté dans les conventions. Donc il s'agit de rendre le théâtre beaucoup plus professionnel. Il est évident qu'aussi sur le plan international, l'EPIC a beaucoup plus de possibilités. Daniel Sorano, devenu un EPIC, les acteurs doivent redoubler d'efforts, des résultats satisfaisants, obligatoires. Dans le domaine de l'EPIC, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus actuel. C'est-à-dire Sorano doit être beaucoup plus agressif maintenant parce qu'il y a une certaine liberté. Le PCA du Théâtre national Daniel Sorano est confiant. Les défis seront relevés. Cette année, le budget alloué à la structure a été revu à la hausse. Le président, donc, cette année, a d'ailleurs eu l'amabilité d'augmenter le budget, de porter le budget qui était de 300 et quelques millions à 470 millions. Pratique de l'islam au Sénégal. En France, Patrick Menouchi, député socialiste des Bouches-du-Rhône, salue le modèle islamique sénégalais. Selon lui, le Sénégal est un exemple dans la lutte contre le fondamentalisme et l'extrémisme religieux. Réaction également de l'imam de la mosquée Bilal de Marseille au lendemain d'une attaque sur les Champs-Élysées revendiquée par l'État islamique. En France, la question sécuritaire est sur toutes les lèvres. Reportage de notre correspondant en France, Ibrahima Kamara. Le modèle islamique sénégalais plébiscité par le député socialiste des Bouches-du-Rhône, Patrick Menouchi. J'ai toujours pensé que le modèle d'islam sénégalais était sans doute était quelque chose dont nous, les Français, devions nous inspirer. Maintenant, ce n'est pas à moi qui suis de religion catholique, si vous voulez, à imposer aux musulmans les choses. Il faut un islam qui est parfaitement compatible avec la France, avec la République française, avec la diversité, parce que nous sommes un pays de diversité. C'est ça qui, moi, me paraît très important dans la vocation de l'islam sénégalais, que beaucoup d'admiration, parce que je trouve que c'est extrêmement important qu'il y ait cet exemple qui soit donné dans un moment justement où nous voyons bien qu'il y a des utilisations de l'islam par des gens qui ont des buts politiques qui sont totalement à l'inverse des valeurs morales et républicaines. À Marseille, où on rencontre pas mal de Sénégalais, l'imam Ndiéguène pense aussi que le modèle sénégalais peut être la solution. Et cet islam qu'ils nous ont légué, c'est un islam apaisé, un islam de paix, pas un islam de polémique, pas un islam de guerre, un islam de haine. Tout ça, nous n'en avons pas besoin. Nous, on veut vivre un islam apaisé et en paix avec tout le monde. À quelques heures des élections présidentielles françaises, la question qu'on se pose est de savoir à qui profite cette attaque terroriste. On a l'impression qu'il avait enseigné autre chose que l'amour. Tellement on entend et on voit des choses qui sont diamétralement opposées à son enseignement. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un mot de sport à présent. Pour leur 6e participation au mondial de beach soccer, l'équipe du Sénégal reçoit le drapeau national. Une cérémonie lors de laquelle le ministre des Sports a exhorté les joueurs à continuer de défendre les couleurs de la nation. Un appel entendu par l'équipe qui promet d'aller jusqu'en demi-finale de la compétition prévue fin avril aux Bahamas. Pape Faraning et Younous Diatta. 12 lions à l'assaut du sable des îles Bahamas. Les lions du beach soccer du Sénégal affûtent les armes pour un trophée mondial après avoir reçu le drapeau national et une préparation acceptable. C'est vrai que les 2 dernières Coupes du Monde précédentes, on était éliminés au premier tour, mais maintenant, avec la préparation qu'on a eue, donc on espère aller en demi-finale, Inch'Allah. Si vous voyez, les entraînements sont très durs. Bon, on a fait 2 semaines à Touadjola, donc on est prêt pour battre le record, Inch'Allah. C'est un discours de motivation, donc on l'a perçu comme tout le monde, on va essayer de défendre comme on l'a dit, le fouleux, le jom et le fayda. Même si on gagne, on va gagner dignement, si on perd, on va perdre dignement quand même. Et je crois que ce que j'ai senti aujourd'hui, c'est ce que sentent aussi les joueurs. Moi, je crois que c'est un discours quand même de motivation. La traditionnelle remise de drapeau, une occasion pour le ministre des Sports de galvaniser les joueurs afin de faire rêver
tout un peuple. Je vous exhorte donc, chers membres de l'équipe nationale, à vous inspirer de nos traditions de courage, d'engagement et de dépassement pour défendre nos couleurs nationales et inscrire ainsi votre palmarès dans les plus grands exploits sportifs de notre pays. Les résultats que vous avez déjà obtenus en Afrique et dans le monde sont la preuve tangible que vous êtes capable du meilleur aux îles Bahamas. Pour une 6e participation, l'enjeu est de taille, un objectif clairement défini. L'objectif qu'on s'est fixé pour la Coupe du Monde Bahamas 2017, notre objectif c'est d'aller en demi-finale. L'objectif, encore une fois, vous savez, le Sénégal n'avait pas atteint les quarts de finale depuis 2011. Donc le premier objectif, encore une fois, reste de sortir de cette phase poule. Et une fois qualifié maintenant, on va essayer d'aller plus loin de cette compétition. Après la remise du drapeau, les Lions du Foot Place vont rejoindre les îles Bahamas du 27 avril au 7 mai. Le Sénégal est logé dans la poule avec le pays organisateur. Sa première rencontre le 27 avec Équateur. C'est le moment de passer au dossier de la semaine consacré à l'École nationale des arts. Établissement d'enseignement professionnel moyen, secondaire et supérieur, l'école a comme vocation principale la formation académique dans les domaines des arts vivants, visuels et de la médiation culturelle. Aujourd'hui, l'École nationale des arts compte 9 filières de formation réparties en 3 départements. Découverte de l'établissement, c'est avec Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Yangi École nationale des arts. Bismillah Axil Adja Amaya. À l'entrée, on annonce la couleur. L'École nationale des arts, une institution dédiée à la culture. Ici, on forme des hommes, de vrais acteurs culturels. Ces anciennes écoles de formation artistique ont été réunies en 1995 pour former une seule école, l'École nationale des arts. Une école au service de la culture, l'ENA, pour une bonne formation des hommes de culture. La première source en fait de richesse d'un pays, c'est d'abord ses ressources humaines. Et qui dit ressources humaines fait allusion aussi à l'ensemble des savoirs et des savoir-faire. Dans ce département des arts plastiques, la formation est axée sur les techniques d'expression. Qui est composé de 3 divisions, qui sont la division des artistes d'expression, la division des artistes de l'environnement et la division des artistes graphistes. On peut dessiner, mais lorsqu'on vient ici, les profs nous enseignent des choses qu'on ne pouvait pas comprendre au début. La dimension numérique est prise en compte dans cette école. Avec cette salle multimédia, l'ENA prépare déjà ses pensionnaires aux technologies de la communication. Outre le volet graphisme qu'ils ont appris avec les techniques de 2D, là ils passent au volet vidéo, à la réalisation proprement dite. L'École nationale des arts, c'est aussi le modelage et la psychopédagogie. Au niveau du département de formation de formateurs, d'animation culturelle et de recherche, c'est au niveau de ce département qu'on forme les élèves professeurs d'éducation artistique, musicale ou plastique. L'argile, c'est une matière qui est malléable. Donc on fait sortir des formes avec divers techniques. Bon, ce cours-là est consacré à la psychopédagogie, c'est-à-dire les différentes techniques d'enseignement. Comment enseigner en classe, les styles pédagogiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. À l'École des arts, la théorie est alliée à la pratique, comme ici au département des arts scéniques. Mais quand tu viens ici, tu es plus expérimenté, tu es plus passionné et tu as un tempo musical. Les métiers de la musique sont aussi bien représentés à la tête des professionnels au service des pensionnaires. On forme des musiciens, uniquement que des musiciens. Voilà, différent de la division des formateurs, là où on forme des professeurs de musique. Voilà, ici on forme des musiciens. Yo Osundur, Borom TFM, Yalla Yalla Gana Yoko Yo CFM. Une vie, une mission au service des arts. L'École nationale des arts poursuit son bonhomme de chemin
en attendant la réforme et ensuite la création de l'Institut des métiers et des arts. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellent début de week-end à toutes et à tous. On se retrouve demain pour le journal de 20h. En attendant, je vous laisse en compagnie de Bouba qui assure la permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Léa, je sais que tu es une très bonne chanteuse, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Allez, bon week-end à toi. Mesdames et messieurs, le point final de ce 20h, c'est l'invité qui arrive dans un instant et nous parlons de relations franco-sénégalaises.